Mais ça, on abordait un sujet un petit peu plus joyeux, justement. Ouais. Tu vis maintenant en Bolivie. Oui. Peux-tu nous parler des raisons pour lesquelles tu es allé en Bolivie? Et après ça, je vais te demander de nous parler d'un de tes projets qui est très intéressant, celui d'une bande. Ok, pas de problème. Donc, pourquoi la Bolivie? Ben, on avait passé 10 ans au Québec, dans un parti représentatif du Québec. On a parlé. Ouais. Donc, on a quitté le Québec et je te disais tout à l'heure que la forêt amazonienne, c'est ce que j'ai vu le plus beau de toute ma vie. Donc, retour en Amazonie. Mais là, en tant que retraité, puis dans un pays sympa, avec un pouvoir d'achat correct et une qualité de vie bien. Donc, on s'est renseigné et puis on a choisi la Bolivie. On ne le regrette pas du tout. Là, voilà, il fait actuellement 31,6. Pour toi, une chaleur accablante. Ah, c'est trop, c'est trop. Mais pour nous, on est bien. Et puis, Bolivie, c'est un petit peu comme l'Espagne des années 50. Tu as beaucoup de convivialité, les gens sont chaleureux, tu as de la musique. Moi, je suis fatigué des invitations à des baptêmes, à des anniversaires. Tu croises des gens dans la rue, on habite une ville à 150 000 habitants, les gens, ils te saluent, bonjour monsieur, bonjour madame, tu discutes avec eux, ça sourit. C'est rare, c'est rare ça maintenant. Ah oui, tu as un paquet assez lourd à bouger, t'en as le seul endroit où j'ai vu ça, c'est dans des petites villes, petites, moyennes villes de Floride, ouais. Où les gens de parfaits inconnus se croisent dans la rue et se disent « Good morning, good afternoon ouais. ». Les flics, tu croises les flics, ils te sourient et ils te disent « Good morning ». Ben ici, tu croises un flic, tu passes au feu rouge, il ne te siffle pas. Il y a beaucoup de daltoniens ici. Non mais disons, c'est très agréable à vivre. Les gens, ils sont sympas. Et ils sont assez pauvres, mais ils ont une générosité, une joie de vivre, une hospitalité. Au plan humain, ça te donne de sévères leçons. Je ne veux pas parler mal du Québec ou de l'Amérique du Nord, mais c'est très consumériste, très société de consommation. Ici, non. On a des amis, là, ils n'ont pas assez d'argent pour se payer le repas du soir, mais ils t'invitent à manger. On a eu des clients québécois qui sont venus tout de suite, ils ont invité à manger gratuitement. Ils sont fiers, ils sont très honorés de recevoir un étranger chez eux. C'est un peu le sens de l'hospitalité qui existait jadis dans nos sociétés. Tout à fait, avec la notion de solidarité. Par exemple, ils n'ont pas trop de sécurité sociale, et quand il y a un malade, quelqu'un qui a besoin de soins ou d'argent, ils organisent des réunions, et puis ils lancent une forme de souscription, alors chacun il donne ce qu'il peut. Oh, c'est impressionnant quelque part. Et si tu veux, pour arriver à ce projet de base autonome durable, j'ai choisi cette destination justement dans cette optique, en me disant qu'en cas de crise, et contrairement aux pays occidentaux, le différentiel pouvant exister entre le niveau de vie avant la crise et celui du temps de crise, il sera beaucoup moins élevé ici que dans un pays occidental. Oui. Et j'en ai déduit, si tu veux, que les risques de pillage, d'agression, de convoitise en tout genre seraient beaucoup réduits. Ça, c'est un facteur sécuritaire que les gens oublient trop souvent. Les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui sont habitués à faire ça, quand l'argent ne circulera plus, ils vont quand même déjà savoir comment se débrouiller, comment se nourrir, ce qui fait qu'ils n'auront pas l'idée d'aller piquer la bouffe chez leurs voisins. Et puis en plus, si tu veux, culturellement parlant, ils n'ont pas perdu le contact avec la nature. Ils savent pêcher, ils savent chasser, ils savent cultiver des agrumes. Ils se débrouillent. Ils sont déjà un peu en mode autonomie, quoi. Voilà. Mais tu veux quand même construire une base autonome durable.
Parce que tu crois quand même qu'il va y avoir un effondrement global. Voilà. Oui, ça j'y crois. De toute façon, comme dit Pierrot dans son bouquin, quand Noé a commencé à construire son arche, il ne pleuvait pas encore. Donc, je crois qu'il faut se préparer. Donc là, j'ai repéré un coin qui m'a semblé idéal pour ça. Je veux faire ma base là-dessus, mais je souhaiterais avoir sur ce secteur, enfin, premier secteur, je souhaiterais avoir 2 voisins avec un projet similaire, de façon à assurer ne serait-ce que la surveillance éventuelle, l'entraide, un projet basé sur l'entraide. Chacun est propriétaire de son truc, est complètement indépendant. Les habitations, ça sera à 200 mètres l'une de l'autre, que ça soit garanti un minimum d'intimité. Mais, disons, une petite collectivité de 3 structures qui, basée sur le mode d'entraide qu'on connaissait il y a 50 ans en arrière dans les campagnes françaises. Donc, le coin, c'est à 1h30 de Trinidad en véhicule. Donc, c'est isolé sans être isolé. C'est sur le territoire d'une hacienda de 1700 hectares. Là, je me suis associé avec le gars, donc lui, il va vendre les terrains, et en même temps, il est architecte et entrepreneur. Donc, il va assurer la construction des bâtiments selon les désirata des gens qui voudront vivre. Ça va démarrer, bon, être viable, il faut un minimum de 4 hectares pour faire un potager, d'avoir un petit élevage familial, des poules, des canards, etc. Un plan d'eau pour faire du poisson, bien qu'il y ait une rivière très poissonneuse juste à côté. Il y a énormément de gibier. Donc, est inclus dans le marché le droit de chasse sur les 1700 hectares. Mais je ne veux pas plus de 3 structures, si tu veux, pour pouvoir gérer ça de façon durable. Parce que si on est 50, avec 50 fusils, là, le gibier, en peu de temps, il va disparaître. Ouais. Mais bon, du poisson, il y en a en quantité industrielle. Des caïmans dans les pâtures, il y en a à gogo. Tu ne peux pas mourir de faim, aussi. Il y a des canards en quantité, tu sais, des capiailles, des capybaras, c'est les plus gros rongeurs du monde, 70 kilos. Ici, ils ne mangent pas. Pendant une quantité industrielle, il y en a même envie de passer à côté. Et ça se mange. Ah oui, c'est très bon. Tu as des cochons sauvages, tu as plein de bestiaux. Puis bon, tu peux avoir ton élevage, tu as ton manguier, tu as des papayers, des bananiers, des avocatiers, des citronniers, etc. Moi, j'ai calculé qu'une fois lancé, avec 150 200 par mois, tu dis qu'on en voit. Ah, c'est bien. Oui. Voilà, 150 ou 200 euros, c'est le carburant, comme ça. Les pièces de bière, ça fait la bière toi-même. Donc, on démarre, sur, je t'ai envoyé les liens, là, je ne sais pas t'en parler, on démarre à peu près à 70 000 euros pour avoir ta base de clients. Donc voilà, je profite de cet entretien pour faire un peu plus. S'il y a des gens qui sont intéressés, de me contacter par email. Les formalités d'immigration en Bolivie sont très simples. Vous ne connaissez rien à la forêt amazonienne, il n'y a pas de problème, on peut vous assurer une formation. Ah ben oui, hein. Le vieux Broussard. Le Broussard est là pour ça, et puis bon, je connais quelqu'un aussi. Ah ben, c'est génial. Ben écoute, je vais relayer toutes les informations que tu m'as envoyées par courriel. Je vais les mettre sur mon blog, sur mon YouTube, etc. Parce que je connais moi-même un Marseillais qui veut s'en aller en Amérique du Sud. Et il va se reconnaître. Daniel. Marseille, c'est la capitale du pastis. Oui. Ben justement, c'est dans ces projets. Je sais qu'il y a beaucoup de Français qui méditent à partir. Il y a beaucoup qui veulent venir au Québec. Il y en a d'autres qui veulent aller ailleurs, et notamment l'Amérique du Sud. Et moi, à ma connaissance, la Bolivie, c'est un pays qui est plutôt stable, plutôt paisible. Bon, ça, c'est mon téléphone.
Je croyais que j'avais coupé. Désolé. Et il y a quand même une stabilité sociale. Il y a de la pauvreté, mais c'est une pauvreté digne. C'est pas une pauvreté crasse. Et les gens ont des valeurs. Ceux qui veulent retrouver un monde où ça veut dire quelque chose, avoir des valeurs, c'est un bon endroit. Je précise tout de suite que les éventuels candidats, c'est des babacous, fumeurs de joint, des amateurs de garage, de vaisseaux spatiaux, comme on dit à tout garage dans l'autre. Merci de passer votre chemin, de m'éviter vos hallucinations et vos délires. De toute façon, ça ne fait pas partie de mon lectorat. Ces gens-là, il y en a peu, et quand ils se manifestent, ils comprennent assez vite qu'ils sont pas au bon endroit. Exactement. Non, moi, c'est des gens sérieux quand même à qui je m'adresse. Et des gens sérieux pour une activité sérieuse dans un contexte très sérieux. Oui. C'est ça. C'est ça. Et quelqu'un qui est intéressé, qui voudrait acheter une BAD dans ton développement, ça prend combien de temps? Les processus d'immigration, la construction, tout ça. Tu arrives en Bolivie, tu as droit à rester 3 mois en tant que touriste par an. Mais à l'intérieur de ces 3 mois, tu déposes ton dossier d'immigration, du temps que tu l'as pas fait, tu restes. Alors, tu as un premier truc d'1 an, tu renouvelles au bout d'1 an pour 2 ans, et puis après, pour 5 ans, tu peux demander la nationalité bolivienne. Mais c'est facile, c'est simple, ça coûte moins cher qu'au Québec. Puis, sur Trinidad, on connaît des personnes qui s'en occupent. C'est beaucoup plus simple. Alors, par contre, ici, ils ont le syndrome de la photocopieuse. Il faut des photocopies. Ça y va, ça y va, ça y va. En arrivant, je le savais, je me suis acheté une imprimante. On dit pour un nom, photocopieur. En tout cas, quand tu dis clé en main, c'est vraiment clé en main. S'il y a des gens à Trinidad qui peuvent prendre charge du dossier d'immigration, des transactions immobilières, tout ça. Là. Oui, tu vis à Trinidad, Hugo, mon associé, habite à Trinidad. Le gars, il vient, on va voir les lieux, on dit, voilà, le projet est là, le terrain est déjà déposé, t'as ton plan d'eau à côté, t'as la forêt derrière, t'as le gibier qui va venir sur ton terrain, bon, il faut procurer chacun ce choix, quand même. Ça, c'est... Et puis, selon le bâtiment à construire, au bout de 3 mois, c'est construit. 3 mois de chez toi. Et puis en plus, ben, l'espagnol, c'est pas si difficile que ça à apprendre pour nous, pour des francophones. Le quechua, je sais pas par contre. Alors là, le quechua, même sous la torture, moi, je sais rien, mais je dirais tout. Mais sinon, en parlant espagnol, tu peux très bien vivre. Ah oui. L'espagnol, c'est le passeport. Je parle espagnol. Moi, avec mon accent, il croit que je suis espagnol. Ah ouais? Il ne détecte pas le mot dit français qui se cache derrière. Ben écoute, je pense que ça fait pas mal le tour de la question.